Et on va parler aujourd'hui des grands vaincus de l'histoire. C'est d'ailleurs le titre de votre livre, Jean-Christophe Buisson, Les grands vaincus de l'histoire. Merci à vous d'être avec nous. C'est un livre qui est publié aux éditions PR1 et que vous avez coécrit avec l'historien et journaliste Emmanuel Hecht. Vous êtes vous-même journaliste, directeur adjoint du Figaro Magazine. D'abord, pourquoi ce choix inattendu? Est-ce que c'est parce qu'on retient plus l'échec que les grandes victoires? Oui, il y a quand même une noblesse du vaincu qu'on a un petit peu tendance à oublier. Pour qu'il y ait un vainqueur, il faut qu'il y ait un vaincu. Souvent, on dit que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, qui réécrivent parfois l'histoire au point que celle-ci devient une légende. Et on est intéressé en se disant, tiens, pourquoi on ne rendrait pas hommage à ceux qui ont vaincu, non pas pour les réhabiliter, parce que par exemple Jeanne d'Arc n'a pas besoin de nous pour être réhabilitée. Cléopâtre, oui, vous la réhabilitez quand même d'une certaine manière. Cléopâtre un petit peu, mais elle a été beaucoup salie parce que ce sont des hommes qui ont écrit l'histoire. Et c'est vrai que cette femme qui avait la force, la puissance d'un homme d'État à une époque où c'était plutôt les hommes qui avaient le pouvoir, c'était intéressant de voir de près si effectivement elle méritait cette opprobre qui est la sienne depuis maintenant plus de près de 20 siècles. Donc voilà, c'était l'idée, c'était de comprendre aussi le mécanisme qui transforme un vainqueur en vaincu, parce que la plupart de ces vaincus ont pour point commun d'avoir été à un moment donné des hommes dans leur gloire absolue. Et puis, comme le disait Napoléon, du triomphe à la chute, il n'y a parfois qu'un pas. C'est le début de votre livre. Voilà, comment on passe du Capitole à la roche tarpéienne à travers les siècles et les continents. Et d'ailleurs, vous posez cette question, y aurait-il une gloire des vaincus à la fin du chapitre sur Hannibal? C'est la question que vous posez. Vous expliquez d'ailleurs qu'on se souvient plus d'Hannibal que de Scipion. Oui, que de Scipion d'une certaine manière, parce que Hannibal a été vainqueur à un moment donné, un vainqueur glorieux. Il était sur le point de prendre Rome à 2 reprises. Pourquoi il n'a pas pris Rome? C'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire que le mécanisme qui fait qu'un vainqueur devient vaincu diffère selon les époques, les tempéraments. Parfois, c'est certains qui pêchent par orgueil, par vanité, par arrogance. Ils se croient les plus forts. On pourrait peut-être citer Napoléon, qu'on n'a pas mis dedans parce qu'il est hors catégorie, hors concours. Parfois, c'est parce qu'ils sont trahis. Parfois, parce qu'ils sont indécis. Parfois, parce qu'ils sont médiocres. Et puis, parfois, parce qu'en fait, ils ont vaincu au regard de la postérité, au regard de la légende. Mais Jeanne d'Arc, aujourd'hui, encore une fois, est vue comme une femme, comme une sainte femme qui a sauvé la France. Elle a été sortie des oubliettes, vous le rappelez aussi. Alors c'est ça qui est intéressant. Comme Vercingétorix, elle a été sortie des oubliettes par la Troisième République anticléricale. On se pose la question, pourquoi la Troisième République anticléricale, donc à la fin du XIXe siècle, restaure l'image tout simplement pour montrer qu'avant la Révolution, la monarchie était un régime qui n'était pas terrible. Donc la monarchie est un régime... La trahison du roi, en tout cas. La trahison du roi, qu'il a abandonné d'une certaine manière, qui finalement a fait un procès en nullité parce qu'elle était accusée de sorcellerie, et donc on ne pouvait pas penser une seconde que le roi s'était servi d'une sorcière pour accéder au pouvoir, donc c'était juste pour cette raison-là. Donc la Troisième République avait beau jeu de rappeler que Jeanne d'Arc était meilleure que le roi de France, Charles VII. Et de la même façon, Vercingétorix s'était montré qu'il avait existé d'une certaine manière une France avant la France des Capétiens, avant 987 et le sac du Capet, pour dire non, les origines de la France ne sont pas royales, ne sont pas capétiennes, elles sont gauloises, elles viennent d'une tribu, des Arvernes. Donc il y a toujours un enjeu idéologique dans la restauration de l'identité d'un vaincu. Mais c'est ça qui m'a posé question quand j'ai lu votre livre. Alors, vous établissez à la fin de chaque chapitre une petite bibliographie. Vous êtes appuyé justement sur quel type d'ouvrage? Vous avez travaillé de quelle manière justement pour justement détricoter le mythe de la réalité? C'est toujours très compliqué pour un historien. Oui, mais alors, vous savez très bien, vous êtes journaliste, que quand on choisit un angle, on choisit un angle et on se débarrasse de choses parfois inutiles, et qu'en prenant un angle précis, lorsqu'on lit des biographies de Nixon, on s'est intéressé de savoir pourquoi Nixon avait cette image totalement sombre, alors que Nixon est un des plus grands présidents des États-Unis d'Amérique. En termes de diplomatie étrangère, vous le rappelez. Bien sûr, c'est lui qui met la fin à la guerre du Vietnam, c'est lui qui restaure des relations avec l'Union soviétique, c'est lui qui ouvre les relations diplomatiques avec la Chine communiste. Sur le plan intérieur, il fait un travail remarquable contre la pauvreté, pour mieux intégrer les Noirs, alors qu'on a dans l'image que c'est Kennedy, que sont les démocrates. Eh bien non, c'est un président républicain. On se souvient de lui pour le Watergate. Mais voilà, il est marqué par le Watergate, c'est la tache sombre, et on ne retient que ça. Donc c'est le vaincu parce que le Watergate, alors que dans tous les autres domaines, de cette manière, il était vainqueur. Et à l'inverse, sur Che Guevara, justement, vous déconstruisez ce mythe qu'on déconstruit depuis plusieurs années maintenant aussi. Oui. Cette figure christique, qui a été beaucoup récupérée, symbole de liberté. Vous dites qu'il y a cette face plus sombre. Cette phase plus sombre, mais il suffit de lire son journal du Congo lorsqu'il est en Afrique noire, où il combat, où il se moque d'ailleurs beaucoup des Noirs qui sont nuls pour lui, et lui un peu teinté d'un certain racisme, d'une certaine arrogance. Il ne faut pas oublier que lorsqu'il prend le pouvoir à Cuba en 1959 avec Fidel Castro, il fait donner lieu à de véritables massacres à la Monada, à la grande caserne militaire. Donc c'est un homme qui a une face noire, mais il est de sa manière glorifié
par cette fin, tué par l'armée bolivienne, aidé par les Américains, qui fait de lui le héros de toute une génération dans les années 60-70. Alors je voudrais juste rappeler qui sont les portraits que vous dressez, qui sont les personnages de ce livre. Hannibal, on l'a dit, Vercingétorix, Cléopâtre, Jeanne d'Arc, Montezuma II, empereur aztèque, le dernier, le duc de Guise, le grand Condé, François Athanase Charette, le général Lee, Léon Trotsky, Chiang Kai-shek, Che Guevara, on l'a dit, Richard Nixon. Ils sont 13. C'était qui le Judas dans le livre? Il n'y a pas Judas, mais il y en a un qui est particulier, c'était le plus mauvais de tous, c'était Montezuma II. C'est cet empereur aztèque qui gère un empire de 20 millions de sujets avec une capitale, Mexico, à 2000 mètres d'altitude, imprenable, 1 million qui est assis sur des mines d'or, d'argent, d'étain, et qui est quand même conquis par Cortés, 15 chevaux, 15 ou 20 chevaux, quelques centaines d'hommes qui viennent d'Europe, qui viennent d'Espagne pour la plupart, et qui arrivent à mettre à bas non seulement Montezuma II, mais un empire séculaire. Il y a quelque chose de fascinant, et d'une certaine manière, lui, il n'y a rien pour le rattraper. Si on fait un procès, chacun a des mérites, mais lui, il est nul du début à la fin. Et c'est ça qui est aussi fascinant, c'est comment un homme qui a ce statut-là, cette stature-là, peut arriver à être aussi médiocre pour faire la guerre et affronter quelque chose auquel il n'est pas prévu, qui est cette invasion par les Européens du continent sud-américain. Alors je le disais, Cléopâtre, vous avez quand même opéré une certaine réhabilitation. Son seul tort serait d'avoir voulu réunir Orient et Occident, qui des deux côtés, eux, ont dépeint une femme manipulatrice, capable de tout. Oui, c'est surtout les Romains. Vous savez que c'est les Romains, comme avec les Gaulois. Les Gaulois n'ont pas de tradition écrite. Donc l'histoire de Rome en Gaule, c'est Jules César qui l'a écrit principalement. De la même façon, pour Cléopâtre, ce sont les Romains qui ont écrit l'histoire qui a suivi. Et donc on a sali sa mémoire, parce que quand même, elle a presque réussi à faire ce qu'avait fait Alexandre le Grand quelques siècles plus tôt. C'est-à-dire, effectivement... Beaucoup ont voulu faire comme Alexandre le Grand, d'ailleurs. Bien sûr, mais c'est peut-être elle qui s'est approchée le plus près dans l'histoire, même si, effectivement, Hannibal n'était pas loin, parce que Hannibal pouvait faire alliance avec les Grecs contre les Romains. Et par exemple, quand Hannibal est arrivé en Italie, son idée, c'était pas de conquérir Rome. C'est pour ça qu'il n'est pas entré dans Rome. C'était de faire révolter les peuples qui vivaient en Italie contre Rome. Et il a échoué parce qu'il était trahi lui-même par son propre camp, par les Carthaginois, qui voulaient d'abord faire du commerce avant de faire la guerre. Est-ce qu'on peut imaginer un grand vaincu de l'histoire d'eux, et peut-être avec plus de femmes, parce qu'il n'y a que de femmes dans ce livre? Mais oui, parce que les femmes gouvernaient peu dans les siècles passés, bien entendu. Mais on pense à une Marie de Médicis, par exemple. Oui, mais on pourrait mettre Marie Stuart, on pourrait mettre... Vous l'évoquez d'ailleurs au début. Bien sûr. Et puis c'est infini. On parlait tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure, pardon, avec Odon Valet de ce qui se passait au Sri Lanka. On aurait très bien pu mettre Barbakaran, qui est le grand chef des Tigres tamouls, qui a été tué en 2009, qui a échoué d'une certaine manière à réussir à donner une forme d'indépendance aux Tamouls comme il le souhaitait, mais qui est encore vénéré par une majorité des Tamouls sur l'île, alors que c'était quelqu'un qui dirigeait un mouvement révolutionnaire assez dur. Donc un deuxième livre ou pas? Peut-être, c'est pas impossible. Enfin, pour l'instant, j'ai d'autres projets. Merci à vous, Jean-Christophe Buisson, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que votre livre, Les grands vaincus de l'histoire, coécrit avec Emmanuel Hecht, est donc disponible aux éditions Perrin. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt.